Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Rennes, salon Artibat. Et avec mes deux invités, nous allons parler de construction hors site et de concours de l'innovation Énergie Sprong, mais on voit que ça a déjà beaucoup avancé. Avec moi pour en parler, alors on parlera aussi de massification évidemment de la rénovation, des opérations de rénovation énergétique. Avec moi, Olivier Villeneuve, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes le directeur marketing et développement du groupe Orsite. Est-ce que vous pouvez nous décrire rapidement le groupe ? Alors très rapidement, on a trois activités principales. Une qui est sur l'information, puisqu'on a également un média qui s'appelle Orsite Magazine, plus tout son dispositif digital. On a le volet formation avec le campus Orsite qu'on développe depuis 2 ans maintenant, et qui commence à prendre son essor, à se structurer vraiment et à proposer des formations pour les professionnels qui veulent s'orienter vers la construction hors site. C'est vraiment de la formation professionnelle continue pour l'instant et un peu de formation initiale à travers des partenariats avec le CESI notamment. Et enfin, nous avons la partie conseil, accompagnement en AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage, et en conseil industriel qui s'appelle Patch Conseil. Patch Conseil. À côté de vous, monsieur Mathieu Garcia, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes assistant maîtrise d'ouvrage et votre société, vous êtes dirigeant de Emenda. Emenda, qu'est-ce que c'est ? Alors Emenda, c'est une société d'ingénierie qui est basée à Nantes, Rennes et Paris et qui est spécialisée dans l'efficacité énergétique du bâtiment et l'environnement en tant que bureau d'études thermique, fluide, environnement, voilà, des métiers assez techniques. Dans le dur du sujet. Voilà, dans le dur. Voilà, des métiers d'ingénieur. Olivier Villeneuve, la construction hors site, c'est quoi et pourquoi c'est intéressant pour massifier la rénovation énergétique ? Alors, la construction hors site, je vais essayer d'être très synthétique parce qu'on pourra en parler pendant très très longtemps. En gros, le schéma, c'est de déplacer des heures faites sur le chantier vers des ateliers ou des usines afin de produire des éléments constitutifs d'un bâtiment plus ou moins sophistiqués, avec plus ou moins de valeur ajoutée, qui sont ensuite amenés sur le chantier pour être assemblés. En termes de massification de la rénovation énergétique, ça concerne évidemment, on pense tout de suite à l'industrialisation qui est derrière. Donc c'est quelque chose qui est indispensable si vous voulez massifier en termes de volume devant l'enjeu qui se présente devant nous, à savoir vraiment la stratégie bas carbone, à savoir le délai climatique. Enfin, aujourd'hui, tout le monde se met d'accord. L'urgence climatique, il y a aujourd'hui à aller plus loin que ce qu'on fait, puisque pour le moment, on n'est jamais arrivé à atteindre les objectifs. Si vous prenez quelques chiffres, je pense que Mathieu confirmera, en France, vous avez 37 millions de logements. Je ne parle même pas du tertiaire et du collectif type hôpital, collège, lycée, prison. Non, si je parle que du logement, il y a 37 millions de logements. On estime que sur ces 37 millions, il y en a à peu près 27 millions qui seront à rénover énergétiquement pour pouvoir décarboner vraiment l'habitat. Et à travers ces 27 millions qui seront à décarboner, vous avez 7 millions de passoires thermiques. Et là-dessus, vous avez à peu près 10 à 15 millions où on estime qu'ils peuvent bénéficier de massification de façon industrielle pour accéder à la rénovation. Voilà. Ça veut dire quoi, massifier de manière industrielle la construction ? La rénovation, ça veut dire aller rajouter des façades, rajouter des toitures, on verra un peu avec vous, mais déjà, en fait, quoi ça consiste ? Il faut massifier ce que je pense Mathieu défendra, il faut massifier d'abord la demande, donc il faut que les bailleurs qui sont susceptibles d'accéder à ce genre de système puissent se mettre en collectivité. C'est un peu ce qui se fait déjà dans la région Pays de Loire et Bretagne, maintenant en Bretagne, puis dans d'autres lieux en France. Et tout ça pour que on puisse trouver des systèmes. Alors, schématiquement, on vient mettre un scaphandre sur un immeuble. On met des façades, des toitures, des modules énergétiques, des choses comme ça, et on vient greffer tout ça sur de l'existant, un immeuble existant, avec le moins de nuisances possible pour les résidents, parce que ça se fait en milieu occupé. D'où l'avantage d'aller construire d'abord en usine et d'apporter très rapidement les éléments sur site. Voilà, donc c'est préfabriqué en usine, des éléments de façade, des éléments de toiture, des modules énergétiques, des modules qui concernent les eaux, par exemple, tout ce qui est les fluides. Et après, c'est assemblé sur le site et ça permet effectivement d'aller beaucoup plus vite et de ne pas mettre des échafaudages tout autour des immeubles pour des périodes très longues. Ça se fait en général avec des nacelles qui viennent poser les éléments. Alors là, nous sommes sur un salon des artisans.
Est-ce que les artisans doivent avoir peur de cette industrialisation et comment eux peuvent s'y intégrer? Alors, les artisans, si vous voulez, pareil, on comprend tout à fait les craintes, elles sont légitimes, parce que c'est déjà arrivé qu'il y a des milieux industriels qui arrivent et qui prennent toutes les parts de C'est la marché. valeur ajoutée, hein, là, on parle de valeur ajoutée du travail, hein, c'est-à-dire que c'est l'industriel qui prend la valeur ajoutée. Voilà, c'est ça. Après, vu les notions d'échelle qu'il y a devant nous, aujourd'hui, si on continue sur le rythme, enfin, il y a un chiffre qui est usité de manière générale, si on continue sur le rythme d'aujourd'hui, il faudrait 100 ans à peu près pour décarboner l'habitat. On n'a pas 100 ans. L'habitat existant. Et on n'a pas 100 ans, c'est maintenant. Hein, c'est Voilà. dans les 10 ans qui viennent. Hein. C'est les Moins 10 pour ans, les- 2030 et 2050, zéro passoires carbone. thermiques. Ouais, les passoires thermiques, c'est dans les années qui viennent. Ouais. Donc c'est ce que va nous permettre l'industrialisation. Je reviens sur ma question artisan. Comment eux, ils peuvent s'intégrer à ça? Quelle est leur place? Alors, ils vont certainement travailler de façon différente avec les industriels. Pour proposer il faut qu'ils travaillent. En fait, la construction hors site, l'industrialisation, ça veut dire qu'il faut que vous mettez autour de la table tous ensemble au début d'un projet. Que ce soit la maîtrise d'ouvrage, que ce soit les bureaux d'études, que ce soit la maîtrise d'œuvre, que ce soit les architectes, et que ce soit y compris les fournisseurs. Et du coup, tout ce monde doit se mettre autour de la table au tout début pour définir un projet global, en fait, d'origine. Parce que ça évite effectivement de cette organisation en silo qu'on connaît bien dans le bâtiment, où chaque artisan passe l'un après l'autre et récupère les défauts du précédent, ou les délais, ou un tel n'a pas fait ça, et donc moi je vais passer plus tard. Enfin, c'est pour éviter toute cette forme-là. Pour éviter ça. Sur cet aspect-là, sur le message aux artisans, on va dire. Moi, pour compléter le propos d'Olivier, ce que je peux vous dire, c'est que ce que je constate sur les rénovations Énergie Sprong, c'est que sur une affaire, une rénovation qui, mettons, va coûter 100, il y a en général 50 à 60% d'indus dans le montant, et il y a 40 à 50% de travaux. Voilà, donc c'est pas du tout incompatible. Les éléments préfabriqués, il faut des gens pour pouvoir les installer correctement. Voilà. Et puis une rénovation, c'est aussi des travaux en intérieur, beaucoup, en partie privative, hein, notamment sur le chauffage, les menuiseries, etc. Donc il y en a pour tout le monde très largement. Il y a de la place pour tout le monde. Enfin, pour rebondir, on est tous d'accord, je pense que tout le monde sera d'accord ici pour dire qu'il y a un énorme problème de main-d'œuvre. Ça fait des années que les filières manuelles sont vraiment dévalorisées dans l'éducation. Aujourd'hui, le bâtiment n'arrive pas à fédérer les jeunes. Il n'attire plus les jeunes. C'est probablement trop dur, trop dangereux, ça a une mauvaise presse. On va bientôt en parler sur le plateau. Parfait. Non, mais allez-y, continuez. C'est D'accord. pour annoncer en fait qu'on va faire une émission sur le sujet. D'accord, voilà. Donc ça, c'est assez logique. C'est un vrai problème. C'est pas d'hier. Il y a 20 ans, on en parlait déjà. La FFB le faisait, intervenait déjà. Enfin, tout le monde intervenait déjà, et c'est resté. Donc il y a vraiment un gros problème. L'industrialisation permet de travailler différemment et peut-être de former des gens qui ne sont pas issus du bâtiment, ou des femmes, parce que la pénibilité est beaucoup moindre, forcément, en usine. Voilà, c'est ce que vous me disiez quand on a préparé. Il y a des sites industriels qui ont été repris pour de la construction hors site, Tout à fait, ouais. avec beaucoup de personnel féminin. Hein. C'est arrivé. Alors, on a un exemple, c'est Pascal Chazal, que beaucoup de gens connaissent, qui a été le patron de Haut-Savoie, le fondateur et le patron de Haut-Savoie, qui avait racheté une usine Seb dans les Vosges, qui faisait des grippins, et il a vidé l'usine de ses machines. Il a gardé les femmes, le personnel, 80%, il a mis les machines, ils font du panneau bois ou du module bois. Voilà. Donc il y a de la place pour tout le monde. On va voir avec vous comment ça se passe dans la vraie vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer cette construction hors site? De quoi a-t-on besoin? Alors, d'abord, c'est qui dit industrialisation dit volume. Donc, la première chose, c'est la demande. Voilà. On travaille d'abord la demande avant de travailler l'offre. Il faut d'abord pouvoir massifier la demande. Après, on ne sait pas ce qui provoque quoi dans un marché. Est-ce que l'offre provoque la demande? Est-ce que la demande provoque l'offre? Voilà. Mais avec des marchés assez différents d'ailleurs que sont les bailleurs sociaux et le diffus, les privés en fait. Hein. Voilà, les privés attendront qu'une offre soit structurée et une offre attractive soit structurée. Aujourd'hui, ça coûte trop cher de faire des économies d'énergie. Bon.
Et donc, première chose, c'est massifier effectivement la demande, ce que bon nombre de bailleurs font en ce moment dans le pays, notamment dans les Pays de Loire et en Bretagne. Voilà, et ben expliquez-nous un peu ce qui se passe de ce côté-là. Avec plaisir, parce que ça se passe sur chez la nous, demande. y compris en Bretagne. Donc 14 bailleurs qui se sont groupés pour mettre au pot, si vous me permettez l'expression, 2200 premiers logements, voilà, pour apporter un volume suffisant à une filière qui aurait vocation à s'organiser. Bon, ça c'est la première chose. Donc un projet qui est soutenu par l'USH des Pays de Loire, voilà, avec ses 14 adhérents, 14 bailleurs, 12 en Pays de Loire, 2 en Bretagne, effectivement, qui se lancent sur ce projet, dont les conclusions sont attendues à fin d'année, puisque les contrats sont signés sur 5 lots à la fin de l'année. Bon, ensuite, la structuration de l'offre. L'offre, pour qu'elle se structure, il faut pouvoir être capable de travailler sur des standards. Voilà. Donc évidemment, dans le patrimoine qui est versé au pot, il faut pouvoir retrouver des similitudes, et pour pouvoir faire émerger des standards de rénovation. Voilà. Je fais un parallèle, mais Olivier ou Pascal, effectivement, aurait pu le faire avec le monde de l'automobile. Un standard, ce n'est pas incompatible avec une personnalisation d'une réponse. Ce confère le cas des voitures, des automobiles, où vous avez l'impression d'avoir votre voiture, d'avoir pu choisir vos options, mais les châssis sont les mêmes, les moteurs sont les mêmes, et bon nombre de composants sont les mêmes. Simplement, à un moment donné, un choix vous est donné. Voilà, ça veut dire qu'avec ce site, ce mode constructif et cette industrialisation, on ne va pas avoir les façades, toutes les façades exactement pareilles partout. Alors c'est exactement ça. L'un n'empêche pas l'autre. Et d'ailleurs, standardisation et industrialisation, c'est pas tout à fait la même chose, même si c'est très très lié. Il y a aussi la standardisation de la conception, des études, etc. La façon en fait d'acquérir la connaissance sur l'existant, qui est un défi dans la réa. Donc c'est pas du tout incompatible dans le bâtiment. Vous pouvez avoir un châssis qui est toujours le même, et par contre un revêtement infini, une infinité de possibilités. Il n'y a pas de risque d'uniformisation. Non. Absolument pas. Alors, en tout cas, ce n'est pas mon point de vue. Donc l'idée, c'est de passer de l'époque du sur-mesure à une époque de prêt-à-porter, voilà, où vous avez le choix, mais vous avez différentes tailles, vraiment un tronc commun. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si on se pose la question du comment, j'ai 3 points. Allez-y. Vous me direz. C'est réinterroger les usages et effectivement les façons de faire. On voit émerger de la part d'industriels, parce que les industriels, ils aiment bien travailler sur des produits, en fait. Produits et bâtiments, c'est pas incompatible. Voilà. Et on voit émerger, dans le cadre des consultations Energy-Sprong, des initiatives. Notamment, je vais donner 2 exemples. Avant, je vous arrête. Rappelez-nous Energy-Sprong, ce que c'est. Alors, Energy-Sprong, c'est une initiative qui vient des Pays-Bas, qui consiste... alors, c'est d'abord une démarche, en fait, impulsée par l'État en France, appuyée plutôt par Greenflex, qui consiste justement... Les Hollandais, vous savez, c'est eux qui ont inventé la bourse. Ils adorent inventer ce genre de trucs. D'abord, ils se sont débrouillés pour que des bailleurs massifient la demande. Et ensuite, un organisme d'État s'est tourné vers l'offre pour leur dire « Tiens, regardez, il y a une demande, organisez-vous ». Voilà. Et X années après, on est sur 10 000 rénovations. D'abord, on était à 130 000 en moyenne le logement, et aujourd'hui, on est à 70 000 euros la rénovation Energy-Sprong. Rénovation Energy-Sprong, c'est une rénovation très ambitieuse d'un point de vue énergétique, ce qu'Olivier a commencé à dire tout à l'heure, où on va en fait entourer la maison d'un scaphandre. Et en plus de ça, il y a un privé qui va s'engager sur une garantie E égale 0 sur 30 ans. Voilà, c'est-à-dire que vous vous mettez au compteur de la maison, vous faites la différence entre ce qui rentre et ce qui sort en termes d'énergie, c'est positif. C'est à 0 à minima, c'est positif au mieux. C'est à minima à 0 et c'est au mieux positif, mais c'est jamais négatif, normalement. Alors, tout est fait pour que ça ne le soit pas, voilà, et c'est un contrat qui prend la forme d'un marché global de performance chez nous, qui est mis en place pour répondre à cet objectif. Et les projets dont vous nous avez parlé tout à l'heure, avec les bailleurs sociaux des Pays de Loire, s'inscrivent dans cette démarche, on est d'accord Exactement, et beaucoup d'autres projets en France. Voilà, je vous laisse continuer. Avec plaisir. Donc, je disais, réinterroger les usages, on voit émerger, et Olivier le sait bien, dans les projets Energy-Sprong en particulier, ce qu'on appelle des modules énergie, où en fait on va sortir, dans le cadre de la rénovation, on va sortir complètement les modules tout ce qui est production de chaleur, d'eau chaude, ventilation, tous les moteurs qui tournent en fait dans la maison, à part le frigidaire bien sûr. Vous allez le sortir. Je crois qu'il y avait des frigidaires en façade à Paris avant. Ça pourrait, mais sortir. Voilà, Bon, sauf que les modules en général sont mis à l'extérieur. Bon.
Donc l'idée, c'est d'intégrer ces modules, ces organes actifs dans un module qu'on va mettre à l'extérieur et dont on va donner la forme, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on constate dans les offres qu'on voit passer, dont on va donner la forme d'un objet qui va remplir plusieurs fonctions. Voilà, on va charger des véhicules électriques, on va pouvoir faire plein de choses, boîte aux lettres connectées. C'est vrai dans les procédures, mais voilà, il y a une filière qui émerge là-dessus. Et donc, vous voyez, ça peut même correspondre demain à des modèles où, en fait, au lieu de vendre des kilowattheures, un énergéticien va louer ces modules et non plus vendre des kilowattheures, mais des degrés garantis. Voilà. En gros, on a une pompe à chaleur dans la façade. Et cette pompe à chaleur fait son office, on la change, mais c'est plus moi le particulier ou le bailleur qui va changer cette pompe à chaleur ou quoi que ce soit, c'est l'opérateur. Exactement. Avec une disponibilité garantie, avec un rendement garanti, avec une efficacité garantie. C'est ça la différence. Voilà. Et puis autre idée, donc réinterroger les usages et puis les façons de faire avec des industriels qui proposent des solutions d'exosquelette. En fait, on va entourer une maison, on va lui ajouter une seconde peau. Voilà. Et dans la toiture, on va intégrer du photovoltaïque. Donc, on remplit la fonction d'isolation. À quoi elle sert ? Elle sert à proposer aux locataires qui sont très sensibles à la dépense énergétique, eh bien, leur apporter un bouclier énergétique garanti. Voilà. Et en plus de ça, il y a la possibilité d'autoconsommation avec des installations photovoltaïques intégrées dans ces exosquelettes. Voilà, et on voit bien l'importance de ces sujets aujourd'hui avec l'augmentation du prix du gaz. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Olivier, sur ce qu'on vient d'entendre ? Alors, ce que je rajouterais sur Mathieu, on est passé dessus, c'est que c'est vrai que le mot standardisation effraie beaucoup de gens. En disant, on va habiter dans des Lego. Oui, on va le dire, il y a eu des mauvaises expériences. Il y a eu de très mauvaises expériences, on est d'accord. Après-guerre, il a fallu reconstruire la France. La préfabrication, la standardisation, on n'a pas fait que des choses merveilleuses. On peut penser au lycée Payot, c'était le lycée Payot, je crois. Payron, oui. J'étais Payrin, voilà. Payrin, moi j'étais dans un de ceux-là, c'était pas terrible. Des choses comme ça. Et en fait, non, pas du tout. C'est-à-dire si on rebondit sur l'histoire de l'automobile, effectivement, dans l'automobile, vous avez une plateforme et vous avez des véhicules. Tout le monde pense que les véhicules sont similaires, sauf que vous avez des centaines de milliers de combinaisons d'options possibles. Donc vous personnalisez votre véhicule. Et pour le bâtiment, c'est un peu pareil. Vous avez une plateforme standard, des systèmes d'accroche, par exemple, qui peuvent être standardisés. Mais après, vous allez avoir tout un panel possible de finition et d'architecturation. Donc c'est vraiment pas l'idée de faire des choses très similaires. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit que la demande va se développer, est-ce qu'on est en capacité de répondre à cette demande de massification ? Dans ce que vous voyez auprès des entreprises, est-ce qu'aujourd'hui on est en capacité, parce que c'est bien beau, mais est-ce qu'on va y arriver ? Mais tout est une question de trajectoire. Tout est possible à partir du moment où la demande est identifiée. Moi, je vois la filière du bois, et d'autres en Pays de Loire par exemple et en Bretagne, qui a des outils de production qui sont performants et qui, lorsque la demande se précise, sont tout à fait capables d'investir. Voilà, il y a des entrepreneurs qui sont capables de ça, de prendre ce pari. Tout est une question de visibilité. Le besoin de savoir si dans l'avenir je pourrais continuer à travailler sur ces sujets. Aucun problème. Mais c'est vrai qu'il faut dans le même temps développer vraiment une filière industrielle. Ça manque cruellement. Pour l'instant, on est où cette filière industrielle ? Elle est en création, il y a pas mal d'usines qui se montent, il y a des groupes qui se sont montés. En Bretagne, il y en a pas mal. La Bretagne et la Vendée, enfin le pays de l'Ouest, sont très très dynamiques là-dessus. Il y a pas mal de sociétés et de jeunes entrepreneurs ou moins jeunes qui s'orientent vers ces marchés. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on parle vraiment massification de la rénovation. Mais dans le même temps, vous avez vu le rapport Repsamem qui est tombé il n'y a pas longtemps, qui nous dit qu'il va falloir construire 500 000 logements de plus par an pendant quelques années. Déjà qu'on a un problème de main-d'œuvre, l'équation va devenir délicate, quoi. Oui, ça devient compliqué et on voit bien que c'est pas simple. Sur l'industrialisation, les bailleurs avec lesquels vous travaillez, qu'est-ce qu'ils attendent de cette industrialisation ? La baisse des prix, l'amélioration de la qualité. Voilà. Énergie-Spank, c'est un business model. Voilà, c'est des investissements qui sont conséquents rapportés au logement. Donc aujourd'hui, alors je vais modérer un peu ce que je dis. Précisément, le prix, il faut qu'il soit raisonnable, mais les bailleurs ont conscience qu'on est au début de quelque chose. Donc ils sont, en tout cas ceux qui sont dans la démarche, ils sont prêts à aller un petit peu plus loin, en tout cas accepter des prix un peu plus élevés. On est vraiment dans l'amorce d'une filière, et c'est Pascal Chazal qui me disait ça il y a 15 jours, c'est presque autant le volume que le retour d'expérience qui permettent d'organiser la décroissance du prix.
voyez. Donc il faut que quelqu'un commence. C'est ce qui se passe en Bretagne en ce moment et en Pays de Loire. Voilà. Les premiers projets devraient sortir quand? Alors, les premiers projets... Bon, d'abord, vous savez qu'en Bretagne et Pays de Loire, moi je viens des Pays de Loire, hein, et puis je parle beaucoup de la Bretagne parce qu'on est en Bretagne, même si je sais qu'Artibat c'est national, mais bon. Il n'empêche que c'est ceux qui sont les Non, plus... parlons de là où on est. C'est important. Exactement, mais pensons aux auditeurs aussi. Bon, ce sont des projets d'abord accompagnés par Massy Rénault, par l'État. Vous savez que c'est des projets qui ont reçu un coup de pouce de l'État. Donc, dans ces conditions-là, les 6 contrats sont signés avant le 31 décembre. C'est une obligation, c'est une certitude. Voilà. Et alors, les bailleurs ont 3 ans pour réaliser ces projets. Les premiers projets vont sortir en 2022. Voilà. Et beaucoup de bailleurs sont très impatients de voir leurs opérations sortir. Je reviendrai vers vous pour un petit mot de la fin. Est-ce que la construction bois, est-ce que le bois, quelle place a le bois dans cette industrialisation? Alors aujourd'hui, le bois, on en parle beaucoup, hein, puisque la RE 2020 impose des matériaux biosourcés et que le bois, c'est parfait dans ce sens-là, puis c'est un vrai puits carbone. On va dire dans les projets d'industrialisation. Dans les projets d'industrialisation, c'est très présent parce qu'en fait, la fabrication bois, c'est de la fabrication hors site en général. C'est beaucoup plus facile de travailler du bois en atelier sur des machines à commande numérique que sur un chantier. D'ailleurs, ça se fait quasiment pas, enfin très très rarement. Donc en fait, le bois est presque par définition le titulaire presque originel de la construction hors site. C'est assez étonnant. Et il y a beaucoup d'entreprises, notamment en Bretagne, hein, je ne vais peut-être pas les citer, enfin je ne sais pas, mais vous pouvez, si je sais pas, il y a des groupes comme Iloft ou Trécobat qui sont, Iloft à Saint-Brieuc, Trécobat dans le Finistère, ils sont vraiment sur le créneau de la construction bois. Ils ont développé des usines et ils sont alors à la fois constructeurs de maisons ou de petits collectifs, ou dans le cas de Trécobat, constructeurs de solutions avec des panneaux sandwich bois. Voilà, et ils peuvent aller jusqu'à des opérations de massification. Ah, mais ils y vont. Ils y vont. C'est leur raison d'être, je crois. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. D'accord. Une petite conclusion, s'il vous plaît, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire. Ah, vous êtes dur avec moi, là. Non, une petite conclusion. Non, mais alors, on a vu l'approche des bailleurs. Non, mais terminer sur une note d'optimisme et dire que... je pense qu'il y a 2 ans, on aurait eu cette même table ronde. On aurait eu moins de nouvelles concrètes à annoncer. Massification, rénovation énergétique. C'est pour très bientôt. Voilà, il y a des gens, des maîtres d'ouvrage qui ont eu le courage d'y aller, sous l'impulsion de Greenflex, voilà, et de gens comme Patch d'ailleurs, Pascal Chazal. Des gens qui ont eu le courage de le faire, on y est. On y est. Et je suis persuadé, moi qui suis aux premières loges, aux côtés des maîtres d'ouvrage, à l'analyse des offres, on va y arriver. On va y arriver. Et de votre côté, vous avez 10 secondes. Pareil, pas mieux. On va y arriver, c'est très certain. C'est en train de se structurer. Merci d'être venu donc sur le plateau de Batijournal TV pour nous parler de construction hors site et de massification des opérations de rénovation énergétique. C'est une émission à retrouver sur notre site internet Batijournal, sur les sites de nos partenaires que sont Artibat et France Bois Forêt. Merci à vous. Merci à vous. Merci.